Nous allons donc commencer le séminaire. Merci de prendre vos sièges. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir le professeur Thomas Bourgeron, qui nous vient de pas trop loin, de l'Institut Pasteur à Paris, où il dirige une équipe consacrée entièrement à la génétique et des troubles intellectuels, et notamment de la génétique de l'autisme. Et il est l'un des chercheurs les plus proéminents dans ce domaine. Il va nous parler des découvertes fondamentales qu'il a faites et qui font de lui un précurseur de la génétique de l'autisme et l'un des chercheurs les plus fondamentaux dans ce domaine. Il est professeur à l'université Paris Diderot, directeur donc d'une unité Institut Pasteur CNRS et responsable d'une recherche menée en France, mais aussi souvent en collaboration avec d'autres chercheurs sur le plan international pour identifier des enfants atteints de troubles autistiques et, dans certaines familles, identifier suffisamment de parents pour pouvoir identifier des gènes impliqués causalement dans les troubles autistiques. Donc, merci Thomas d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Ouais. Donc c'est un plaisir intense d'abord d'avoir assisté au cours de STAM qui était vraiment merveilleux. Donc je suis un peu encore dans ton cours, donc j'espère que je vais pouvoir quand même vous présenter nos résultats. Donc je m'intéresse principalement en fait au cerveau social, en tout cas ce qu'on peut appeler le cerveau social, et j'aime beaucoup cette phrase de Claude Bernard. C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Et en fait, sur le cerveau social, en fait, depuis que je travaille depuis 10 ans sur l'autisme, j'ai eu énormément de critiques de travailler sur l'autisme, surtout en tant que généticien, surtout parce qu'on savait déjà ce que c'était que l'autisme, ou on savait déjà ce que c'était que le cerveau social, il n'y avait pas besoin de chercher. Donc, on continue à travailler quand même sur le cerveau social. Et pourquoi ? Parce qu'on trouve ça passionnant, et puis aussi qu'il y a des maladies, ou en tout cas des conditions qui peuvent toucher au cerveau social et qui touchent la vie des gens. Alors, pour comprendre ce cerveau social, on s'est mis à beaucoup de personnes dans mon équipe, où on a, je ne sais pas si vous reconnaissez, des psychiatres, des généticiens, des gens qui écoutent les souris chanter, des gens qui font de la biochimie. Donc voilà, ils sont tous autour de la même machine à café. Donc vous voyez, là, c'était un psychiatre, lui. Ça, c'était un neurobiologiste, lui, c'est un bioinformaticien, ça, c'est une fille qui écoute les souris chanter. Et on est tous dans la même unité à l'Institut Pasteur, et on essaye de parler ensemble et de comprendre ce qui est un peu étrange, qui est le cerveau social. Donc pour ça, on a plusieurs projets de recherche. Je ne vais pas aller dans le détail de chacun, mais je vais vous montrer quels sont les moyens et les approches que l'on a pour identifier les fonctionnements de ce cerveau social. Donc en particulier, on travaille donc sur ce qu'on appelle l'autisme. Donc, de même qu'on ne devrait peut-être pas dire la dyslexie, et peut-être les dyslexies. Pour l'autisme, c'est exactement la même chose. Je pense qu'on a trop dit l'autisme. On peut voir que quand on étudie l'autisme, c'est vraiment les autismes avec des différents types d'autisme. Alors, la définition est assez simple et uniquement sur le plan comportemental, c'est-à-dire que d'après le DSM-4, ou le DSM-5, la Bible de la psychiatrie américaine, il y a 3 critères diagnostiques, maintenant plus que 2 d'ailleurs. Il y a le déficit des interactions sociales, et puis la présence de stéréotypies ou d'intérêts restreints répétitifs. Donc ça, ce sont les 2 critères diagnostiques, vous voyez, pour diagnostiquer une personne avec autisme. Alors le 3e critère qui était présent dans le DSM-4, mais qui n'est plus présent dans le DSM-5, c'est les troubles du langage. Alors pourquoi elles ne sont plus présentes dans le DSM-5 ? Parce que des personnes qui ont un autisme de type Kanner, c'est-à-dire que la personne qui a identifié pour la première fois, ou en tout cas rapporté des personnes avec autisme en 1943, n'ont quasiment pas accès au langage ou avec un délai très très important. Par contre, les personnes atteintes du syndrome d'Asperger, qui en fait découvert par le Hans Asperger en 1944, ces 2 psychiatres hongrois ne se connaissaient pas, enfin ne s'étaient pas vus. Ils avaient utilisé le même terme autisme pour décrire donc des personnes avec des intérêts restreints et répétitifs, des problèmes d'interaction sociale. Kanner, il y avait des problèmes de langage, et pour les personnes atteintes du syndrome d'Asperger, il n'y avait pas d'atteinte clinique du langage.
Donc voilà, donc ce critère de langage a disparu. La prévalence, alors là, on peut parler pendant 2 heures de la prévalence de l'autisme. Il y a quelques dizaines d'années, c'était une personne sur 2000, une personne sur 1000, et puis maintenant, c'est une personne sur 49 dans le New Jersey aux États-Unis. Donc évidemment, ça devient, donc, aux États-Unis, donc on parle d'épidémie de l'autisme. Donc la prévalence la plus robuste, visiblement, qui est maintenant celle qui est la plus retrouvée dans les pays là où il y a eu des études de prévalence, c'est à peu près une personne sur 100, voire un peu plus d'une personne sur 100. Alors pourquoi on a eu cette augmentation de 1 sur 2000 à 1 sur 100? Donc vous imaginez qu'il y a beaucoup de critères. Le premier, c'est l'élargissement des critères diagnostiques. Donc avant les années 2000, il y avait 2 tiers des personnes avec autisme qui avaient un déficit intellectuel. Maintenant, c'est 2 tiers des personnes avec autisme qui n'ont pas de déficit intellectuel. Donc on a élargi les critères diagnostiques, on a beaucoup augmenté la part des personnes avec autisme sans déficit intellectuel, type syndrome d'Asperger. Le deuxième critère qui a fait vraiment augmenter la variance et qui a augmenté la prévalence, c'est la connaissance de la communauté médicale. Avant, les enfants étaient soit diagnostiqués avec déficit intellectuel isolé. Maintenant, on regarde les intérêts restreints répétitifs, on regarde les interactions sociales et il y a donc un diagnostic d'autisme alors qu'avant, il y avait un diagnostic de déficience intellectuelle seulement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'aux États-Unis, on a le droit à avoir des aides médicales, sociales, quand on a un diagnostic d'autisme. Par contre, quand on a un enfant qui a un diagnostic de déficience intellectuelle, on n'a pas ces aides. Vous pouvez imaginer que ça peut aussi augmenter les prévalences. Voilà, donc on est dans un domaine un peu très flou. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas rare. D'accord ? C'est quand même quelque chose qui touche très probablement 1%, voire plus d'1% de la population. Donc c'est un continuum de sévérité. Je vous ai dit qu'il y a des personnes avec déficit intellectuel, donc un QI en dessous de 70, et puis des personnes qui n'ont pas ce déficit intellectuel. Donc de nouveau, 2 tiers de personnes avec déficit intellectuel avant les années 2000, et maintenant c'est 2 tiers de personnes sans déficit intellectuel mais avec un autisme. Et puis, quasiment pas de thérapie. Il y a des stratégies éducatives qui fonctionnent assez bien, qui ne sont pas du tout mises en place en France, pour plein de raisons que je n'évoquerai pas. Donc l'Europe nous a condamnés 5 fois pour le traitement des personnes avec autisme, en particulier l'absence des personnes avec autisme à l'école, qui est je me balade un peu partout dans le monde, je n'ai jamais vu le traitement qu'on pouvait infliger ici en France aux personnes avec autisme. Donc, voici ce petit paysage qui fait qu'une cellule va aller ici, ou ici, ou ici. Et donc, ces forces qui vont faire qu'une personne, une cellule, va se retrouver dans un état A, dans un autre état. Il va y avoir des forces génétiques. Donc j'adore la double hélice d'ADN, mais je ne pense pas que tout soit codé dans la génétique. Mon rêve, c'est de travailler sur l'épigénétique, donc qu'est-ce qui est au-dessus, ce qui est transmis d'une génération à la génération, mais qui n'est pas codé par l'ADN. Et puis évidemment des forces environnementales qui sont extrêmement importantes. Et donc ce n'est pas un combat, on peut en discuter plus tard si vous voulez, entre génétique, épigénétique et environnementale. Je crois que ces 3 forces sont très très importantes pour le devenir d'une personne. Donc le phénotype, c'est ce que l'on voit. C'est ce que l'on voit quand on regarde une personne, quand on regarde une cellule. Et donc le phénotype, pour moi, je pense que les gènes n'ont jamais lu le DSM-4. Je pense qu'ils n'ont jamais lu le DSM-5. Et je pense que de penser qu'il y a un gène pour une page de ce livre, donc ce fameux livre où pour chaque page, il y a donc autisme, hyperactivité, troubles bipolaires, schizophrénie. Je pense que c'est totalement illusoire. Et je pense que ça a fait beaucoup de mal aussi à la psychiatrie, ça fait beaucoup de mal à la génétique de penser qu'il allait y avoir si simplement un gène pour l'autisme, un gène pour la schizophrénie, un gène pour... Donc, pour ce qui est des phénotypes, donc c'est pareil, c'est avec un grand S, les phénotypes. Donc, on travaille énormément avec les cliniciens, les psychiatres, pour voir les patients qui sont atteints d'autisme, mais aussi leurs frères et leurs sœurs qui sont non atteints ou qui sont dans le spectre autistique.
les parents, les oncles, et on essaye de voir exactement qu'est-ce qui s'égrège dans la famille. J'ai été élevé par la biochimie, donc je trouve que c'est toujours quand même quelque chose d'extrêmement important. Il y a des taux de sérotonine très élevés chez les personnes avec autisme dont on ne sait toujours pas pourquoi, et que c'est un biomarqueur qui a été répliqué, on ne sait toujours pas pourquoi, donc on travaille sur ces aspects-là. Évidemment, l'imagerie cérébrale, donc là je ne vais pas montrer la puissance de l'imagerie cérébrale, qu'elle soit anatomique ou fonctionnelle, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans votre cerveau. Et puis, depuis très récemment, on peut maintenant, vous savez, prendre des petites cellules de la peau, des cellules du sang, et dériver ces cellules en neurones. Donc ça, c'est une révolution, parce que tous les gènes que je regardais étaient exprimés dans le cerveau des personnes, mais n'étaient pas exprimés dans le sang. Et moi, j'avais accès qu'au sang. Donc maintenant, c'est une révolution, on peut avoir accès aux cellules des patients, dériver ces cellules en neurones et savoir exactement qu'est-ce que ces neurones expriment comme gènes, quels sont les déficits que l'on a dans des neurones issus du patrimoine génétique des patients. Alors le génotype. Donc on critique beaucoup les généticiens, donc allez-y, mais sans savoir exactement ce que c'est. Donc j'essaye de vous donner un petit peu le b.a.-ba de la génétique pour que vous puissiez critiquer les généticiens. Donc c'est à peu près pour chaque cellule, donc chaque cellule de votre organisme, on a des milliards de cellules, dans chaque cellule il y a un noyau, et dans ce noyau il y a 2 mètres d'ADN. Donc vous voyez que chaque cellule 2 mètres d'ADN qui est extrêmement compactée et qui permet donc d'avoir 3,2 milliards de lettres, donc ces fameuses 4 lettres ATGC. Et ces lettres sont regroupées dans les chromosomes et forment à peu près, quand on regarde le génome d'un être humain, il y a à peu près 22 000 gènes, c'est-à-dire des gènes qui vont coder pour des ARN, qui vont coder pour des protéines et qui vont faire les cellules. Alors on me demande toujours comment vous voyez l'ADN. Donc voilà, ça c'est de l'ADN, on peut le chauffer, on peut l'amplifier. Et je dis toujours que si vous voyez des généticiens bronzés, c'est qu'ils travaillent beaucoup parce qu'on regarde souvent l'ADN aux UV. Donc voilà, c'est des petites bandes ici d'ADN. Alors la différence entre vous et moi, donc on a 3 milliards de lettres. D'accord, 3 milliards de lettres, A, T, G, C, T, T, A, G, C, T. Et dans ces 3 milliards de lettres, il y a à peu près un variant toutes les 1000 lettres. Donc on a à peu près, entre vous et moi, 3 millions de différences. D'accord? Donc on est très 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 identiques. On est quasiment, regarde, sur 999 lettres, on est tous frères et sœurs. Sur une lettre, sur 1000, on est un peu différents. Et parmi ces lettres, qui sont différentes, 95%, on les retrouve chez plus de 5% de la population. C'est-à-dire que la grande majorité des variants génétiques qui font qu'on est différents sont retrouvés dans cette salle, ou en tout cas dans la population humaine. Alors après, on a des variants qui sont un peu plus présents que chez nous. Voilà, on a des variants qui sont que chez 0 à 5% de la population. Et puis après, on a 1% des variants qui sont quasiment que chez vous, ou chez votre frère et votre sœur, donc ils sont là depuis très peu de temps, ils sont apparus il y a très peu de temps, et qui font vraiment une originalité de votre génome. Et puis alors on a quelque chose, on a à peu près 18 à 70 variants qui n'étaient même pas présents chez vos parents, et qui sont apparus de nouveau chez vous. D'accord? Donc c'est à peu près l'architecture génétique d'une personne actuellement sur notre planète. Donc voilà, c'est un peu ma vie, c'est de regarder ça, ou maintenant je regarde l'étudiant qui regarde ça. Mais en tout cas, c'est à peu près ça, et c'est donc cette petite différence qu'il y a entre vous et moi, une lettre toutes les 1000 lettres. Alors, je dis toujours qu'il y a des lettres vertes, des lettres oranges et des lettres rouges. Donc les lettres vertes, la plus grande partie des variations que l'on a entre vous et moi ne vont pas faire de différence au niveau du phénotype de ce que l'on voit. D'accord? On appelle ça des variations neutres, et que l'on ait un T ou un C ici, vous n'avez pas de différence génétique, il n'y a pas de différence. Après, il y a des lettres que je dirais orange, où là, si vous avez un G ou si vous avez un A, là, vous allez peut-être être blonde ou brune, ce qui ne fait pas une grande différence non plus, mais enfin, ça fait quand même une petite différence. Et puis, vous avez des lettres, des variations que je nommerais rouges, qui, là, vont donner un risque à une maladie. D'accord?
Alors, par contre, le problème, c'est que quand on séquence l'ADN d'un individu, on n'a pas la couleur. C'est-à-dire que quand on séquence l'ADN d'un individu, on ne sait pas si la variation que l'on voit chez cet individu est vert, orange ou rouge. Et donc ça, c'est tout le travail des laboratoires, de comprendre quelle est la conséquence phénotypique de ces variants génétiques. Voilà, donc si vous voulez discuter en société, ça s'appelle des SNP. On a un SNP différent toutes les 1000 lettres. C'est des Single Nucleotide Polymorphism. Et puis ce qu'on a trouvé aussi, qu'on avait de différent entre vous et moi, ce sont des petits morceaux du génome, quelquefois c'est des grands morceaux du génome, qui étaient perdus chez certains individus, ou au contraire dupliqués chez certains individus. Et c'est ce qu'on appelle les copy number variants, ou les variations du nombre de copies, où là, par exemple, on a un enfant qui a perdu 5 millions de lettres, et qui a perdu tous ses gènes. Et ici, par contre, un autre enfant qui a gagné 1 million de lettres, et qui a donc dupliqué ce gène. Et de nouveau, ces CNV, ces copy number variants, peuvent être verts, orange ou rouge. C'est-à-dire qu'on peut avoir des variations de nombre de copies qui soient totalement neutrales, qui ne vont pas avoir de conséquences au niveau phénotypique, d'autres qui vont avoir des petits effets, et puis d'autres qui vont être très délétères. En particulier, par exemple, cet enfant avait perdu ses 5 millions de lettres, les parents n'avaient pas cette anomalie, l'enfant a eu cette anomalie, et cet enfant était avec un autisme assez sévère. Donc on a deux types de complexité. On a à la fois les gènes avec toute cette variabilité, et puis la synapse avec tous ces composants synaptiques qui sont donc les récepteurs, les protéines d'échafaudage, les protéines d'adhérence cellulaire, puis toutes les protéines qui vont transférer l'information d'un neurone à l'autre. Donc, si jamais vous rencontrez un généticien et qui vous dit « j'ai trouvé un gène impliqué dans le langage ou l'autisme », donc, posez-lui ces 5 questions pour voir si la solidité de ces résultats. D'abord, vous pouvez tutoyer un généticien. Est-ce que tu travailles chez l'homme ou sur des modèles animaux? Parce que très très souvent, on entend à la radio qu'on a identifié un nouveau gène de l'infidélité, par exemple. Et ce qui est passionnant, parce que c'est vrai que c'est chez les petites prairivoles, les petits campagnols, il y a effectivement un gène qui pourrait jouer sur le fait que tu sois monogame ou polygame. Mais c'est chez les campagnols, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ce gène-là n'est pas impliqué dans l'infidélité chez l'homme, enfin on n'est pas encore là, et il y a beaucoup d'études qui sont faites chez l'animal, et dans les journaux ou à la radio, on ne voit pas du tout que ça a été fait que chez l'animal et que tout de suite on traduit ça chez l'homme. Donc déjà poser la question. La fréquence et l'impact. Tu dis que tu trouves un gène impliqué dans l'autisme ou dans le langage. Est-ce que toutes les personnes avec autisme ont ce gène? Et est-ce que quand tu as ce gène, tu es autiste? Ou est-ce que c'est juste un sous-groupe des patients et un petit risque? Est-ce que ta mutation ou ton gène est spécifique de l'autisme ou du langage? Est-ce que c'est quelque chose qui va donner uniquement l'autisme ou aussi le retard mental ou d'autres aspects? Donc jusque-là, la personne répond souvent. Alors la réplication, vraiment très très important. Est-ce que tu es le seul à avoir montré ça ou est-ce qu'il y en a d'autres? Donc la première fois, évidemment, on est peut-être le premier. Mais si on est le premier et qu'on reste le premier et que personne d'autre le montre pendant 10 ans, c'est quand même pas bon signe. Donc, et par contre, si ça a été répliqué, c'est quand même beaucoup plus simple. Et le nombre de travaux qui ont montré une chose une fois qui n'ont pas été répliqués est assez important, en particulier dans ce domaine. Donc c'est mieux quand même que ça soit répliqué. Et puis là, je dis toujours, même si vous ne comprenez pas la question, posez-la, juste pour voir la tête de la personne, pour voir ce qu'il y a. Est-ce que tu as des évidences fonctionnelles que ton gène ou ta mutation fasse quelque chose dans le cerveau? Parce que souvent, on a une valeur statistique d'un variant qui va être associé à quelque chose, et on n'a aucune donnée fonctionnelle pour dire qu'effectivement, ce variant va faire quelque chose. Alors, je ne dis pas que ce sont des réponses faciles à donner, mais en même temps, on parle beaucoup de tests génétiques de l'autisme, et j'essaie de vous donner quelques clés pour que vous puissiez demander, voilà, s'il y a des gens qui vous disent on va faire des tests génétiques de l'autisme, que vous ayez des clés à poser à ces généticiens qui
qui vous font penser qu'on peut faire n'importe quoi avec la génétique. Voilà. Donc maintenant, vous pouvez me poser ces questions aussi, parce que je suis... Voilà. Donc il y a 10 ans, on a identifié ces gènes qui codaient des protéines synaptiques au niveau postsynaptique, ici les neurolygines, qui étaient impliquées dans l'autisme. Et puis après, d'autres personnes nous ont répliqué. On a pu après identifier d'autres protéines comme SHANK, qui est une protéine d'échafaudage de la synapse, et puis après Neurexin. Donc je vais vous montrer très rapidement. Donc ici, ce sont une synapse avec une protéine synaptique ici. Et cette protéine synaptique était codée par un gène sur le chromosome X. Et puis j'avais vu que des enfants avec autisme avaient perdu cette région du chromosome X. Donc on a séquencé ce gène chez des patients, et puis dans une famille suédoise, on a vu un garçon qui était autiste et son frère qui avait un syndrome d'Asperger. Le frère voulait être un infirmier, puis après il voulait être un chauffeur de taxi, connaissait toutes les rues de Göteborg, c'est une famille suédoise, là où il vit, donc vraiment il pouvait dessiner toute la ville en détail. Et ces deux garçons, donc avec des sévérités un peu différentes, vous voyez, avaient donc là vous ne voyez pas bien, mais normalement on a TTT, et là c'était TTTT. Donc vous voyez un T supplémentaire. Sur les 3 milliards de lettres, il y avait un T supplémentaire, et ce T introduisait un codon stop. C'est-à-dire que normalement la protéine est synthétisée de cette taille, et là elle va être cassée. D'accord ? Ça casse, ça trompe la protéine. Donc ces deux garçons avaient cette mutation qui était transmise par la mère, mais la mère avec 2 chromosomes X, un de son papa et un de sa maman, et donc elle était protégée alors que les enfants garçons n'avaient qu'un seul chromosome X. Ça va ? Alors, c'était la première fois qu'on montrait une mutation fonctionnelle avec un effet vraiment de casser la protéine dans l'autisme, et en particulier l'autisme sans retard mental, donc dans le syndrome d'Asperger. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'on avait séquencé 150 familles, à l'époque c'était difficile de séquencer plus, et on n'avait pas trouvé d'autres familles mutées dans ce gène. Alors on avait un autre gène qui s'appelle neurogine 3, qui était sur l'X aussi, et qui ressemblait beaucoup à cette protéine, la neurogine 4. Et on a séquencé une autre famille, vous voyez qu'ici, on a ce garçon autiste et son frère Asperger, et on avait cette mutation qu'on appelle arginine 451C, je reviendrai sur cette mutation, qui touchait une partie très très conservée de la protéine. Donc on avait ces deux familles, d'accord ? Donc c'était la première fois qu'on montrait qu'il y avait des mutations possibles dans l'autisme, enfin on n'avait que 2 familles, et il fallait qu'on soit répliqué, il fallait qu'on voit la chose. Donc on était à peu près là, d'accord ? On avait probablement une bonne information, c'est-à-dire que si ces neurolygines étaient impliquées, ce n'était pas le gène impliqué dans l'autisme, mais par contre c'était la première fois qu'on montrait une piste, et en particulier, maintenant ça semble évident, la synapse, mais je vous assure, avant ce papier, j'ai regardé, il y avait, je crois, une trentaine de papiers, ou 10 papiers, entre 10 et 30 papiers qui disaient autisme et synapse. Donc ce n'était pas si évident que ça. Et donc l'idée, c'était que si cette protéine était impliquée, alors pourquoi pas celle-là qui se fixait à celle-là et celle-là qui se fixait à celle-là ? Vous comprenez ? Un peu comme un fil d'Ariane, c'est-à-dire que si cette protéine était impliquée, peut-être les autres étaient impliqués. Donc c'est ce qu'on a fait. Et les neurolygines sont ici, vous voyez qu'elles peuvent se fixer soit directement ou indirectement à cette protéine qui s'appelle SHANK3. Et donc là de nouveau, donc ça semble évident de trouver des gènes, je vous assure que c'est le travail intense d'étudiants en thèse et d'étudiantes en thèse qui sont vraiment fabuleux. Donc ça n'a pas l'air, c'est pas si évident de trouver un gène, parce qu'on a l'impression qu'on a qu'à se baisser. Donc ce petit garçon avait perdu un morceau du gène qui était la copie paternelle. Vous voyez que le papa n'a pas de délétion, il a les 2 copies tout à fait normales, et ce petit garçon a perdu un gène. Et là, ces 2 garçons avaient une mutation qui avait été transmise par la mère, mais la mère, quand on regardait l'ADN, n'avait pas la mutation ni dans les cellules du sang, ni dans les cellules buccales. Donc en fait, cette maman a probablement la mutation dans ses oocytes. Et elle a transmis la mutation à son enfant autiste et à son deuxième enfant autiste, et pas à son enfant neurotypique, le deuxième enfant. Et ça, c'était pour moi une petite révolution, c'est-à-dire qu'on avait un gène, parce que quand j'ai commencé ce travail sur l'autisme, en particulier en France, on m'a dit
mais tu ne trouveras pas des gènes impliqués dans l'autisme parce qu'il n'y en a pas. D'accord? Donc il n'y avait même pas à chercher. Et Après, plus ou moins les mêmes personnes me disaient tu ne trouveras pas parce qu'il y en a trop. D'accord? Donc l'idée, c'était que je ne trouverais pas. Et là, c'était un seul gène qui était muté sur une copie. Normalement, vous avez un chromosome du papa, un chromosome de la maman, vous avez muté une seule copie et vous avez un autisme très sévère avec quasiment pas de langage. Donc, un effet de dosage génique. D'accord? On a normalement besoin de 2 copies, là on a une seule copie et on est malade. Et ce dosage génique était illustré ici. Une petite fille qui a perdu ce gène, qui n'a quasiment pas de langage, qui est très autiste, et son frère, lui, qui a 3 copies du gène. Donc normalement, on n'a que 2 copies. Il a 3 copies, je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi il a 3 copies. Eh bien, lui, il a parlé de façon précoce, il a un langage très développé. Par contre, il a des gros problèmes d'interaction sociale, des intérêts répétitifs, et il a un syndrome d'Asperger. Donc vous voyez que le dosage est très très fin à la synapse et peut donner soit un autisme de type Kanner, soit un autisme de type Asperger. Et puis voilà donc les neurolégines que vous connaissez, elles peuvent se fixer aux neurexines, et de nouveau, avec le Autism Genome Project, on a identifié des délétions de ce gène. Donc cette voie synaptique qui vous semblait peut-être compliquée, maintenant vous semble très simple, avec les neurolégines, Shank et neurexine. Voilà. On avait ce petit chemin, donc ça a été répliqué et répliqué, je vais vous montrer d'autres analyses, qui montrent qu'en tout cas, quand on touche cette voie synaptique, on a un problème d'autisme avec ou sans déficit intellectuel. Alors, pourquoi je vous ai dit la mutation arginine 451C? C'est parce que vous savez, c'est cette dernière question que vous devez me poser, vous devez poser aux généticiens, c'est est-ce que vous avez des évidences fonctionnelles que votre mutation fait quelque chose? Et là, par chance, on a eu cette confirmation. Donc ici, ce sont des travaux qui ont été faits, pas par mon équipe, par une équipe de neurobiologistes qui s'intéressaient à ces protéines. Et ils ont transfecté ces protéines dans des neurones. Et vous voyez tous ces petits points, c'est des synapses. Donc de mettre cette protéine dans un neurone, ça induit la synaptogenèse. Et vous voyez ce que ça fait quand on met la mutation qu'on a identifiée chez les patients autistes. Donc là, il n'y a pas besoin d'être neurobiologiste pour voir que cette capacité des neurolégines d'induire la synaptogenèse, d'induire la formation des synapses, est totalement altérée. Ça va? Donc ça, c'était aussi parce que cette mutation arginine-cystéine, pourquoi elle était impliquée? Voilà, maintenant on avait une preuve fonctionnelle que cette mutation était effectivement modifiée, en tout cas in vitro, les réseaux neuronaux. Alors, beaucoup d'études sur les Shank, sur les Shank2, sur les Shank3, qui montrent, c'est beaucoup plus compliqué, là je ne vais pas avoir le temps mais que ces mutations modifient la densité synaptique. Donc maintenant, ce chemin, ce fil d'Ariane que l'on a déroulé depuis 10 ans, voilà le résultat. Ici, c'est le chromosome 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Guillaume, donc c'est une des dernières revues que l'on a faites, a indiqué tous les gènes qui avaient été une fois au moins impliqués dans l'autisme. Donc, quand on me dit qu'il n'y a pas de gènes impliqués dans l'autisme, c'est un peu embêtant pour tous les étudiants en thèse, tous les chercheurs, qui travaillent énormément, qui ont des résultats. C'est accepté par toute la communauté scientifique. Donc, il y a même peut-être un peu trop de gènes impliqués dans l'autisme. Vous voyez que quasiment, donc, voilà tous les gènes qui sont impliqués. Mais souvent, c'est un gène, une famille. D'accord? Donc, c'est très peu redondant. On commence à avoir de la redondance pour certains gènes qui sont retrouvés chez plusieurs familles, mais c'est souvent un gène, une famille. Vous voyez toute la diversité. Par contre, on a une certaine redondance sur les voies biologiques qui sont touchées dans l'autisme. Ici, je vous ai mis les gènes synaptiques, et donc c'est mes fameux neurolégine, Shank, neurexine, et tout ce fil d'Ariane, ces partenaires qui s'imbriquent les uns avec les autres. Quand on touche cette voie biologique, on a un risque d'avoir un autisme. Donc maintenant, ça c'est la voie synaptique que je vous ai montré. On a d'autres voies comme la régulation des gènes au niveau transcriptionnel, traductionnel. Et donc on commence maintenant à avoir une bien meilleure photo des protéines qui vont être impliquées dans l'autisme. Et pour être trop simpliste, mais je pense que c'est quand même vers ça qu'on se dirige, on a des réseaux qui sont avec une densité synaptique tout à fait normale. Et ce que l'on voit dans les modèles animaux, on voit que
certaines mutations vont réduire le nombre de synapses, mais qu'il existe aussi des formes d'autisme où on a des mutations qui vont augmenter le nombre de synapses. D'accord? Donc, alors je ne dirais pas qu'il y a autisme de type 1 et autisme de type 2, comme le diabète de type 1 et le diabète de type 2, mais on commence à aller vers cette dissection des causes de l'autisme où on va permettre peut-être d'avoir de meilleurs traitements. Pour ce qui est de l'architecture génétique de l'autisme, de nouveau, ce n'est pas un autisme, une mutation, un gène. Il y a plusieurs cas possibles. Le premier cas, c'est des parents qui ont un génome qui n'est pas du tout à risque pour l'autisme, et on a une mutation chez l'enfant, de nouveau, qui donne un autisme. D'accord? Dans le cas le plus extrême, on a des parents qui ont des variants plus fréquents et qui ont un risque eux-mêmes, comme un fond génétique, à être autistes. Et là, c'est l'accumulation de ces variants fréquents qui va faire que l'enfant va passer un seuil et va être autiste. Mais vous voyez qu'on a tout à fait un gradient entre des mutations qui vont être transmises, des mutations rares, des mutations fréquentes, et une combinaison. Ce qui est très très difficile actuellement, c'est que quand on voit une personne avec autisme, on ne sait pas si c'est le cas très polygénique à droite ou le cas très monogénique avec mutation de novo à gauche. Voilà. Donc ça, c'est tout le travail des généticiens pour essayer de comprendre quelle est l'architecture génétique de chaque individu. Donc je vais vous montrer quelques travaux très très rapidement pour vous montrer un peu comment on travaille. Pour les protéines SHANK, donc il y a SHANK3, mais il y a aussi SHANK2 et SHANK1. Voilà, donc ce sont des protéines d'échafaudage de la synapse. Et donc la question que se posaient Richard et Claire, c'était quelle est la prévalence de ces mutations dans la population des personnes avec autisme et chez les contrôles, et quel était l'impact. Donc c'est un énorme travail qui a été fait avec, on a séquencé plus de 2000 patients pour SHANK3, parce que c'est un des gènes majeurs, 800 ou 700 patients et des contrôles. Et deux messages. Le premier, c'est que les mutations SHANK3 sont à peu près présentes chez 2% des personnes avec autisme et retard mental. Ça paraît très 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 faible, mais c'est un des gènes majeurs de l'autisme. C'est-à-dire qu'une personne sur 50 avec autisme et retard mental a une mutation de novo dans SHANK3. Alors, vous voyez que quand je dis de novo, par exemple ici, l'enfant a une mutation, mais les deux parents n'ont pas la mutation. Donc c'est quelque chose qui apparaît de novo uniquement chez l'enfant. Le deuxième message que l'on a pu voir par cette étude, c'est un peu, je trouve, une éloge à la psychiatrie. C'est-à-dire que chaque point, c'est un des enfants que l'on étudie dans notre étude. Et ça, c'est le QI, le quotient intellectuel des personnes. Et puis ça, c'est le score, ce qu'on appelle le Autism Diagnostic Interview. Donc plus vous avez un score élevé, plus vous avez des problèmes d'interaction sociale, de communication verbale, de communication non verbale ou d'intérêt restreint répétitif. Et vous voyez que les patients avec des mutations SHANK1 ont des QI tout à fait normaux. Les patients avec des mutations SHANK2 sont intermédiaires. Et puis vous voyez que les patients avec des mutations SHANK3 sont très déficitaires. Donc on voit que même pour des protéines qui se ressemblent, même pour des gènes qui se ressemblent, comme SHANK1, SHANK2, SHANK3, on va voir que l'effet de ces mutations va être différent et va donner des autismes plus ou moins sévères au niveau cognitif. Donc mon groupe, on travaille sur les patients, mais on travaille avec les personnes, c'est-à-dire qu'on retourne voir les patients, voir exactement quel type d'autisme peuvent avoir ces patients. Par exemple, les patients avec des mutations SHANK2, on a pu voir des choses qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent, par exemple des petites clignodactylies, donc c'est rien de spécifique à l'autisme, c'est des petites malformations du cinquième doigt. Et ça aide les cliniciens, maintenant quand il y a un autisme avec une clignodactylie, on se pose la question, est-ce que ce n'est pas une mutation SHANK2, d'aller regarder plutôt ce gène qu'un autre. Pour les patients avec SHANK3, on a vu qu'il y avait des grandes délétions de cette région qui supprimaient ce gène, les enfants étaient hypotoniques, on se demandait si les mutations SHANK3 causaient aussi l'hypotonie. Effectivement, quasiment tous les patients qui ont des mutations de SHANK3 sont hypotoniques. Voilà, donc on peut revenir à ces familles et pas uniquement regarder la population des patients avec autisme.
Donc le travail de mon groupe est de continuer à identifier des gènes. Là, les derniers gènes qu'on vient d'identifier sont assez intéressants parce que chez la souris, ils sont exprimés uniquement dans le circuit auditif, de l'oreille jusqu'au cortex auditif. Et les enfants qui ont ces mutations ont des hyperacousies douloureuses. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup sur les aspects sensoriels. Pour mieux comprendre le rôle de ces gènes, on a voulu faire des souris qui étaient mutées pour ces gènes. Donc c'est ce qu'on a fait avec une équipe allemande, et ça c'est la petite souris Shank 2, et ça c'est Elodie au laboratoire qui les regarde. Donc ça, on a fait des études comportementales, et par exemple là le premier comportement, donc si vous n'avez jamais vu une souris dans une bassine, voilà ce que ça donne. Donc ça c'est une souris tout à fait sauvage, normale. Voilà, c'est passionnant. Elle se balade dans le... Et vous voyez ici, ça c'est la souris qui est mutée, comme les patients sont porteurs de mutation. Et vous allez voir, ça va beaucoup plus vite. Et je dis toujours que si une petite souris arrive à la clinique comme ça, elle va voir directement le spécialiste de l'hyperactivité. Elle ne passe pas par le spécialiste de l'autisme. Donc ça, si on casse une copie, elle va plus vite, et si on casse 2 copies du gène, elle va encore plus vite. Donc ça, c'est un phénotype qui est retrouvé dans d'autres modèles, d'ailleurs, de l'autisme. Alors après, on ne s'est pas arrêté là. On a vu qu'elles sautaient plus que les souris sauvages. Elles se toilettaient beaucoup plus que les souris sauvages. Et puis, donc, Elodie, c'est une éthologiste qui écoutait les babouins vocaliser au Nigeria il y a 6 ans et qui maintenant écoute les souris chanter à l'Institut Pasteur. Et donc, c'est une éthologiste qui a voulu faire tous les tests, les garçons, les filles, les hétérozygotes, les homozygotes. Donc, je peux vous dire qu'il y a une quantité de tests incroyable. Tous ces tests sont publiés. Je vous montre un test qui est un test d'interaction sociale avec un mâle. Donc, ça, c'est un mâle sauvage. Et on va ajouter une femelle en chaleur dans la cage. Voilà ce qu'on fait à l'Institut Pasteur. Donc là, c'est juste pour... parce que sinon, on va le perdre. Ça, c'est le garçon. Ou alors, je me suis trompé. Voilà, le garçon, il suit. Hein. Voilà, et la fille. Donc voilà, ça, c'est le comportement tout à fait attendu. Et voilà maintenant la souris mutante. Alors, donc la souris n'a pas de problème d'olfaction, hein, on a testé ça. C'est pas qu'il n'est pas intéressé par les filles non plus, on a testé, c'est pas garçon-garçon, ça marche pas non plus, fille-fille, ça marche pas. Et vous voyez, c'est pas qu'il n'est pas intéressé, donc on a fait beaucoup de tests, vous allez voir qu'on maintenant on a des études très sophistiquées pour comprendre vraiment le comportement de ces souris. C'est pas qu'elle n'est pas intéressée, mais vous voyez qu'elle prend une distance. Il ne va pas voir la souris, donc oui, ça c'est la femelle hein, qui se balade. Et donc lui, il y a vraiment, il n'y a pas de problème non plus de mémoire, hein, d'apprentissage. Ouais, vous voyez que c'est un peu quand même très différent. Et je peux vous dire que quand il y a 10 ans, j'ai identifié ces gènes, je ne pensais pas que je verrais ce type de phénotype chez les souris. Alors là, ici, c'est un micro. Ici. Et donc, j'ai dit que Elodie était une éthologiste, elle écoutait les babouins vocaliser. Donc, les souris vocalisent, donc, ce que vous ne savez peut-être pas, parce qu'elles vocalisent dans l'ultrason, donc il faut les mettre dans les fréquences. Alors, je vais voir si ça marche, mais... Bon, ça fait cuit, comme ça, vous pouvez aller sur le site de l'Institut Pasteur pour voir. Et ce qu'a montré Elodie, c'est que donc, à côté de ces problèmes d'interaction sociale, ces souris vocalisaient moins, et elles vocalisaient différemment. Elles utilisaient, donc que ce soit fille-fille ou garçon-garçon ou garçon-fille, elles utilisaient moins de syllabes, enfin en tout cas de syllabes. Je n'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, de structures complexes que celles des souris sauvages. Et quelque chose qu'on a vu après, c'est qu'elles chantaient comme ça, avec une fréquence plus basse. Et alors, ça paraît totalement comme ça, un peu trivial, mais j'ai un ami au Japon qui a fait une souris aussi qui est impliquée dans un gène impliqué dans l'autisme,
Et il voit aussi ces problèmes de fréquence, de problèmes de vocalisation, voilà, sur un autre gène qui participe un peu aux mêmes voies sur lesquelles on travaille. Donc maintenant, on essaye de traquer ces souris pour essayer vraiment de bien comprendre quelles sont les anomalies. Donc grâce en particulier à Fabrice de Chaumont et Jean-Christophe, qui travaille chez Jean-Christophe, on peut traquer maintenant la souris verte et la souris rouge pour exactement voir quel va être le comportement des souris. On les met dans des sociétés, parce que quand on parle avec les personnes avec autisme, ou en tout cas avec les personnes avec syndrome d'Asperger, 1 à 1, ça va à peu près. Mais quand on est plus d'un petit groupe, c'est beaucoup plus challenge. Et donc on va mettre ces souris dans des petites sociétés de ce qu'on appelle la souris city, avec Philippe, Nicolas, et d'essayer de voir un peu quel va être le comportement de ces souris. Donc on peut maintenant faire des heat maps, de voir exactement quand est-ce que la souris arrive, qu'est-ce qu'elle fait, quand est-ce qu'elle vocalise. Et donc on essaye maintenant de décrypter toutes ces vocalisations. Et en particulier, on a lancé il y a quelques semaines MouseTube, qui est une database où tous les chercheurs du monde qui s'intéressent aux vocalisations des souris, donc si vous avez des enregistrements de vocalisation de souris, vous pouvez les mettre sur notre database. Et comme ça, on peut essayer de comprendre tous ensemble quelles sont les structures de la vocalisation des souris. Je vous ai parlé des mutations dans l'autisme, des mutations rares. Je vais juste parler très rapidement des résultats très récents qu'on a sur les variants plus fréquents ou toute cette diversité génétique. Et en particulier le travail sur l'héritabilité de la diversité du cerveau humain, où Roberto a regardé 2000 adolescents qui avaient des scans d'IRM anatomique et de la génétique, à peu près 600 000 variations dans le génome. Et juste en regardant ces 600 000 variations dans le génome et les scans, il a pu prédire à peu près 50% de la variance du cerveau des adolescents. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ces variants fréquents qui sont dans cette salle, ces variants génétiques, qui sont des tout petits effets, ces petits effets accumulés additivement, peuvent quand même prédire une partie de votre anatomie, et en particulier de votre anatomie cérébrale. Donc, probablement, tous ces variants participent aussi à notre vulnérabilité à des maladies. Donc, juste pour vous montrer, c'est des résultats qui ne sont pas publiés encore, mais pour vous montrer un peu la diversité, on a un projet dans les îles Féroé, donc je ne sais pas si vous savez, les îles Féroé, c'est entre l'Écosse et l'Islande, hein, et il y a 49 000 personnes. On a l'ADN de la moitié des enfants qui sont nés entre 1985 et 1994. Et c'est comme une grande famille. Vous voyez qu'on peut reconstruire la généalogie des îles Féroé et de voir qui a cette variation et quel est son phénotype. Est-ce qu'il est autiste? Est-ce qu'il est autisme sévère? Et en fait, on a eu la surprise de retrouver de nouveau, je vous ai dit, poser la question, est-ce que c'est répliqué? Est-ce qu'il y a d'autres... Alors là, c'est moi, en l'occurrence, qui a retrouvé ces mutations, mais je vous assure qu'il y a d'autres groupes qui retrouvent les mutations. En tout cas, dans les îles Féroé, on retrouve, vous voyez que ça, c'est papa, maman, ça, c'est une sœur dans la teinte. Et voilà, l'enfant, il a perdu une partie du gène neurexine 1. Ici, c'est un papa qui a une duplication du gène neurexine 1 et son fils qui est autiste, qui a une duplication de neurexine 1. Pourquoi ce papa n'est pas autiste? Pourquoi son fils est autiste? C'est grâce à ce type d'études qu'on va pouvoir essayer de trouver des données. On a identifié un nouveau gène dans l'autisme sans retard mental. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que le chercheur qui s'appelle Thomas Sudoff, qui a eu le prix Nobel il y a 2 ans, qui travaille sur la synapse, avait déjà identifié ces premiers gènes, il ne savait pas qu'il travaillait sur la synapse. Celui-là, c'est de nouveau un gène qu'il avait identifié il y a 10 ans et qui de nouveau est impliqué dans l'autisme. Voilà, les familles multiplexes. On a tout un travail sur des familles pour lesquelles on avait déjà identifié quelque chose. Et un jour, j'ai reçu un fichier avec le nom des familles, enfin pas le nom, mais le code des familles, et a marqué exclu ou out. Alors j'ai dit, pourquoi vous mettez exclu? Parce que tu as trouvé la cause de l'autisme chez ces personnes, donc on les exclut. Je dis, attendez, je peux continuer à travailler sur ces familles. Non, c'est du bruit, c'est pas bien, il faut les exclure. Donc j'ai insisté, je dis, non, mais c'est important qu'on continue. Non, il faut... Alors, donc j'ai dit, bon, écoutez, maintenant je vais travailler que sur ces familles. Et j'ai même payé quasiment, ça a coûté énormément d'argent, de faire le génome complet de ces familles.
Voilà. Donc, et les résultats sont assez étonnants parce qu'en fait, dans ces familles, alors on a retrouvé les mutations, mais maintenant on essaye de comprendre vraiment quels sont les variants. Vous vous rappelez qu'il y avait un enfant qui avait un autisme et son frère qui avait un syndrome d'Asperger. Donc, quelle est l'architecture génétique qui fait que peut-être cet enfant était plus sévèrement atteint que... Donc ça, c'est un énorme travail. Par exemple, regardez, cette famille illustre bien, c'est un petit enfant pour lequel on avait trouvé une délétion de SHANK2. Et puis, on avait trouvé une autre mutation qui est à peu près chez une personne sur 200 dans la population générale, mais qui est une duplication d'un récepteur nicotinique alpha 7. Cet enfant, donc Richard et Frédéric reviennent vers lui, ils font une analyse de la famille, et la maman dit, mais vous savez, ma sœur a un fils autiste avec épilepsie et une fille avec retard mental et épilepsie. Et donc, on a pu reprendre l'ADN de toutes ces familles, de tous ces individus. On a trouvé cette mutation, cette duplication de récepteurs nicotiniques qui ségrégeait avec l'autisme ou l'épilepsie ici. Et on est en train d'analyser tout le génome de ces familles pour voir quel est le fond génétique qui est à risque chez cette famille. Donc on trouve des mutations, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces mutations, mais je peux vous dire que ce n'est pas aussi simple qu'un gène, une maladie, un gène mutation. Il faut vraiment qu'on accepte cette complexité. Donc voilà, de nouveaux gènes impliqués dans l'autisme qui ont été identifiés dans ces familles. Donc les perspectives, on a cette complexité génétique et on a cette complexité synaptique. Le grand message que je voudrais vous donner, c'est que dans notre génome, vous avez beaucoup de mutations délétères. Mais on y arrive. On y arrive parce qu'on est muté sur le chromosome de papa et le chromosome de maman va bien, ou c'est le chromosome de maman qui est muté et le chromosome de papa va bien. Donc on a ce tampon, on a cette possibilité de tamponner les problèmes. On est muté dans SHANK1, mais il y a SHANK2, il y a SHANK3. Voilà, vous voyez, on peut avoir ces aspects-là. On a cette architecture génétique dont je vous ai parlé, qui est très différente, qui peut être très différente d'un individu. Et en fait, on a ce schéma qui est un schéma théorique, mais sur lequel on est en train de travailler. On a probablement des génomes qui sont très à risque pour l'autisme, et des génomes un peu intermédiaires, des génomes qui sont très résistants à l'autisme. Et puis, on a ces mutations rares qui arrivent. Et pour certains génomes, on a vraiment très peu de mutations rares et on a un autisme. Et puis pour d'autres, on a besoin d'avoir une grande mutation, une mutation très très forte pour avoir un autisme. D'accord. Bon, pour revenir à Claude Bernard, parce que je trouve que c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal à la psychiatrie et à la médecine, je trouve qu'on devrait supprimer les moyennes. Donc il disait que l'emploi des moyennes en physiologie et en médecine ne donne plus souvent qu'une fausse précision au résultat en détruisant le caractère biologique des phénomènes. Et je pense que le plus grand problème dans l'autisme, c'est d'avoir moyenné tout le monde et d'avoir dit autisme ou gène autisme. Voilà, ce sont des personnes différentes. Ça, c'est une autre personne que j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup cette phrase, et depuis que je travaille sur l'autisme, je comprends pourquoi je l'aime. J'accepte le chaos, je ne suis pas sûr qu'il va m'accepter. Donc voilà, c'est une façon. Il faut accepter quand même une part de chaos. Pourquoi chercher des gènes impliqués dans l'autisme ? Ma réponse, c'est celle-là. C'est pour trouver le meilleur environnement. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la double hélice d'ADN, mais je pense que, franchement, c'est plutôt comme ça, dans l'autisme, avec des enfants qui vont être, ou des personnes qui vont être mutées dans ces gènes que j'ai identifiés, dans d'autres gènes. Et si on comprend la partie génétique qui a fait que cette personne est autiste, on va probablement être dans une situation où on pourra trouver un meilleur environnement pour cette personne. Donc c'est ce qu'on fait, on travaille énormément. Donc toute cette hétérogénéité de l'autisme, on essaye de la comprendre par la génétique, par l'imagerie, par la biochimie, sélectionner des patients qui ont des atteintes synaptiques, faire des modèles animaux, être beaucoup plus précis sur les atteintes synaptiques, est-ce que c'est glutamatergique, GABAergique, sérotoninergique, et trouver des molécules qui vont peut-être, ou des traitements autres que pharmacologiques qui vont être personnalisés. Pour faire ça, il faut partager les données, c'est ce que a dit Stan. Je pense que c'est vraiment, on est dans une période où je pense que les gens de ma génération, les gens qui sont plus âgés que moi, sont très frileux à partager les données. En France, l'INSERM, à ma connaissance, n'a pas obligé les chercheurs à partager leurs données. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose, alors que le NIH aux États-Unis l'a demandé. Je pense qu'il faut vraiment qu'on partage nos données. Tout seul, dans un petit laboratoire, on aura peut-être une reconnaissance, mais par contre, on n'arrivera jamais à trouver
et à comprendre la complexité. De même pour les papiers, donc nous maintenant, quasiment tous nos papiers, sauf quelques papiers médicaux pour des raisons que des journaux n'acceptent pas qu'on mette les papiers sur bioRxiv. Donc bioRxiv, c'est un site qui a été mis en place par les mathématiciens ou les physiciens qui mettent les papiers avant d'être publiés dans des revues à comité de lecture. Donc on met nos papiers là, on met nos résultats ici, les gens peuvent discuter nos résultats, c'est en accès ouvert. Voilà, donc il faut se mettre ensemble, donc au niveau national, au niveau européen, donc c'est très très important, et au niveau international évidemment, pour essayer de mieux comprendre cette diversité. Et vraiment l'objectif, c'est de faire des sous-groupes de patients pour lesquels on peut avoir une meilleure idée et de ne pas dire l'autisme, mais de comprendre cette diversité interindividuelle. Voilà, donc ça c'est les choses sur lesquelles on est en train de travailler, de mettre les variations génétiques de la personne, de mettre d'autres informations pour essayer de comprendre quel type d'autisme et de quoi il a besoin. Et un des sujets sur lesquels on travaille actuellement au laboratoire, c'est qu'il y a des personnes, je vous ai montré par exemple ce papa qui avait une duplication et qui n'était pas autiste. On a ce qu'on appelle des super-héros, c'est-à-dire des gens qui ont des mutations, je dirais il a un autisme ou il a un déficit intellectuel, non il n'a pas de déficit intellectuel, non il n'est pas autiste. Et donc d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce génome ou dans son environnement qui a fait qu'il n'était pas autiste. Parce que de nouveau, une phrase que j'aime bien, Pasteur disait « Le meilleur docteur est la nature, elle guérit 3/4 des maladies et ne parle pas de mal de ses collègues ». Et je trouve que si on arrivait à apprendre un petit peu de ce que peut la nature pour faire que les personnes s'en sortent, ça serait bien. Voilà, un de mes environnements préférés, c'est les amis, c'est tous les gens. Donc ce travail, c'est un travail vraiment d'une équipe ou de plusieurs équipes partout dans le monde, donc c'est vraiment pas le mien, et je suis entouré de gens extraordinaires, de gens qui me font confiance, comme la Fondation Bettencourt-Schuller, d'autres fondations internationales qui nous donnent des fonds pour travailler. Et je finirai par les familles. J'adore ce titre, No Mind Left Behind, donc pas d'esprit laissé de côté. Il faut lire les personnes avec autisme. Je pense qu'on connaît on connaît pas vraiment l'autisme vu de l'intérieur. Et je pense que c'est vraiment important. Si on veut comprendre, si on veut faire quelque chose avec eux, il faut peut-être comprendre ce qu'ils veulent. Et puis voilà, cette petite bande dessinée d'un papa qui a une petite fille autiste et qui a fait une petite bande dessinée. Il y a un petit dessin animé sur YouTube qui montre un peu Et sur le t-shirt de la fille, il y a marqué « Je suis unique comme tout le monde ». Voilà. Et comme généticien, c'est le message que je vous donnais. Merci.